Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Et aujourd'hui, on va clairement parler RH. Et mon invité n'est autre que Nicolas Mantior. Tu es le fils d'une des membres de notre ASBL. Salut. Tu es le fils de Christine Mantior, grâce à qui on t'a rencontré. On va faire comme avec nos autres invités. Mais on a une question traditionnelle, Nicolas. De ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Vers quelles études ça t'a conduit? Et surtout, est-ce qu'à ce jour, Nicolas, et ça c'est le but de la question, est-ce que tu es aligné avec ton rêve? Une belle entrée en matière. Hein? Très belle entrée en matière. Je vais commencer à rentrer en matière en disant bonjour maman. Je suis aligné avec mon rêve d'adolescent, bizarrement, même si je m'en suis écarté pendant presque 23 ans, vu que j'ai 39 ans et que j'ai fini d'être ado il y a plus ou moins 23 ans, et que j'ai réalisé l'année passée. Entre mes 12 et mes 14, je voulais être apiculteur, travailler avec les abeilles, faire du miel, et puis j'ai fait complètement autre chose. Tu as fait un choix d'orientation dans quelle direction? J'ai fait un choix d'orientation vers des études que j'ai ratées. Psychologie pour faire plaisir à maman, et puis relations publiques pour faire plaisir à papa. Puis rien n'a fonctionné. Je me suis retrouvé à 23 ans avec tous mes copains qui partaient à l'UNIF, et je me suis dit, il faut que tu te sortes les doigts du tut, et que tu te mettes à bosser un petit peu. Et donc j'ai commencé à rentrer dans le dur de la vie active vers 23 ans. Profession orientée vers quel secteur alors? J'étais plutôt dans la vente. J'ai eu beaucoup de jobs étudiants, plus ou moins 25, dans tous les styles. Tout ce qu'on pouvait me proposer, je prenais. Et je trouve que ça a été très riche, en fait, parce qu'à chaque boulot ingrat, on apprend un truc qu'on ne savait pas. Et de boulot ingrat en boulot ingrat, on devient dégourdi. Donc ça m'a bien servi. Et je me suis bizarrement orienté vers la gestion des hommes, des clients, de la relation, dans une boîte de gardiennage, où mon responsable est parti après 6 mois, et je me suis retrouvé avec mes costumes à 100 balles, à gérer 4,5 millions de portefeuilles clients, 200 agents de sécu. Donc un côté RH alors? Il y avait un peu de RH, après je m'occupais plus de la gestion commerciale, faire en sorte que des agents de sécurité donnent satisfaction à la clientèle et de mettre en place des agents, des procédures de sécu et des trucs comme ça, quoi. Ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, j'ai pris 12 kilos, je bossais 80 heures par semaine, je gagnais 1200 balles. Un vrai boulot, quoi. Et puis je suis parti. Je me suis retrouvé dans une mutualité, une grosse boîte, 450 personnes, faire de la vente de masse. Mais là, j'ai un petit peu hacké leur bazar. Je me suis retrouvé à déployer des agences dans les universités. Et ils n'avaient jamais fait ça. Et donc, ils se sont retrouvés avec 400, 500 affiliations de plus chaque année. Et comme j'ai pas une belle prime de fin d'année, je suis parti faire un tour du monde pendant 6 mois. Et quand je suis revenu, j'étais bronzé, j'étais beau, j'étais sexy, j'avais perdu mes 12 kilos. Et donc j'ai trouvé un autre boulot dans une autre boîte de sécurité, et qui faisait 25 personnes à l'époque, et qui est monté jusqu'à 325, et c'est là que je me suis transformé en responsable des ressources humaines. Pour revenir sur la finalité, je suis aligné avec mon rêve, parce que depuis l'année passée, merci à Bibi, j'ai une ruche dans mon jardin, et mes abeilles survivent à cet hiver doux, qui n'est pas difficile, mais à cet été qui a été pourri. Et tu le fais en loisir alors? Je le fais en loisir, j'ai suivi 3 jours de formation, qui est hyper intéressant, franchement c'est à découvrir. Et puis ensuite, l'installation de la ruche, la découverte du fonctionnement. C'est une ruche qui est horizontale et qui a une vitre. Ça permet aux enfants et aux adultes de voir un petit peu comment est-ce que les abeilles évoluent. Et les interactions sont magiques, c'est tout pisse, enfin je recommande. On a mis un peu de temps pour te découvrir, mais ça en valait la peine. C'est une belle aventure, une belle expérience que tu partages avec nous. Et déjà un message clair, apprendre des choses qui nous confrontent et qui nous surprennent parfois dans la vie professionnelle. On a dit qui tu es, on va parler de quoi. Comment est-ce qu'on présenterait ton activité? En Belgique, on est peut-être le pays qui est le plus taxé au monde. Je Ça, crois c'est qu'on est à une vérité. 57%. Oui. C'est énorme. C'est-à-dire qu'un employeur qui veut engager des gens, il part avec les pires cartes. C'est comme si on démarrait une partie de poker avec un 2 et un 7. Et en fait, le système est tellement complexe et mal fichu qu'il y a plein d'aides qui sont proposées par le gouvernement, mais qui ne sont pas prises par Parce qu'elles les sont pas entreprises. Soit parce qu'elles ne sont pas connues, soit parce qu'elles sont très complexes à mettre en place. Il y a une question d'identification, il y a une question d'application des règles, et il y a une question de démarche administrative et de rencontre avec les règles, d'aménagement, de réorganisation, pour qu'on puisse avoir une structure qui soit conforme à la règle demandée. Et en fait, c'est ce que nous, on fait. On fait en sorte que les entreprises, elles ne passent plus à côté des réductions de charges salariales. Est-ce qu'on en est au stade de l'optimalisation fiscale? Oui, Clairement? clairement. Comment tu as acquis ces compétences? Parce que c'est surprenant, là, tout d'un coup, on passe du vendeur au RH et puis, bam, un fameux paquet de compétences. Parce que
comme Oui. tu le dis. C'est des choses qui sont parfois méconnues. Alors j'imagine que si on s'y penche, on peut apprendre. Mais c'est quand même un travail de titan, non? La Belgique n'est pas simple. Je pense pas qu'il y ait d'études dans les cursus de ressources humaines sur l'application des réductions dans les législations actives. Peut-être une partie dans le payroll et Un encore. peu. Ouais. Peut-être qu'ils voient ça en vitesse, les instituts, le Forum, le NEM, le VDAB, Actiris, Bruxelles Formation. Ça doit peut-être être 1 heure sur un cursus de 40. Quand j'étais DRH de la boîte de gardiennage, j'ai engagé plus ou moins 1500 personnes en 8 ans. Et le seul mot-clé que mon patron m'avait donné, c'était pas cher. Comme instruction, c'est clair. Le critère, c'était d'engager des types qui ne coûtaient pas cher. Pas des types qui étaient compétents, pas des types qui avaient de l'expérience, pas des types qui avaient de la personnalité, pas des types qui savaient de quoi ils parlaient, non, des types qui étaient pas chers. J'ai passé 6 ans à trouver toutes les formules pour que les gens coûtent le moins cher possible et pour qu'on ait des types pas chers. Et après 1500 engagements, j'ai un petit peu d'expérience, quoi. Alors ça veut pas dire que je connaissais tout et que je connais pas tout non plus aujourd'hui, mais clairement, j'ai formaté un peu mon cerveau, engagement après engagement, de manière à déceler quels étaient les critères, quelles étaient les possibilités, Quelles sont les ficelles les plus voilà, intéressantes quelles à étaient les tirer? ficelles. Et ensuite, j'ai structuré, j'ai organisé ça, et puis j'en ai fait mon métier. Depuis combien de temps tu fais cette activité maintenant? J'ai commencé en novembre 2017, donc j'ai Mhm. commencé il y a 4 ans. Je m'étais mis comme freelance au départ, Donc en conseil et consultance. voilà. C'est pas une formule qui m'a bien convenu. Comme j'ai pas de diplôme, j'avais pas de certitude sur le fait que les gens allaient me trouver crédible. Et donc je m'étais dit, la meilleure manière de se montrer crédible, c'est de leur rapporter de l'argent en leur faisant faire des économies sur les RH. Comme ça, ils vont comprendre que tu as une valeur ajoutée et au moins ta valeur ajoutée paiera tes factures. J'ai commencé mes missions freelance par piloter des secrétariats sociaux sur des applications de réduction de charges salariales. Il y avait une surprise quand tu as amené certaines choses de la part de ces gens? J'imagine que oui, il y avait quand même des surprises, des grands chocs, non? Tu peux illustrer par un exemple? Un client, quand j'ai annoncé combien est-ce qu'on lui avait récupéré en charge ONSS, il a fait des petits sauts. J'entendais ses pieds rebondir sur le parquet, tellement il était content. On parlait quand même de 90 000 euros. Mais en fait, on s'y attend pas. Quand on est employeur, on a l'impression d'avoir une gestion de bon père de famille de sa boîte. Et on paye son ONSS et on fait confiance à son secrétaire social et on est persuadé que tout le monde est dans l'ultra-compétence Bienveillant et dans la proactivité. Alors qu'en fait, un secrétaire social a le même fonctionnement qu'un comptable et c'est pas du tout péjoratif. Ils font du traitement d'informations et un employeur qui donne pas les informations, il donne rien à traiter. Mon comptable, si je lui donne pas de facture, il peut pas savoir ce que j'ai payé, donc il peut pas le déduire. Le secrétaire social, c'est pareil. Si on lui donne pas les infos, on lui donne pas les réductions, alors il a rien. L'essentiel de la communication, d'avoir un émetteur et un récepteur, et une communication efficace, inclut les deux et pas un seul des deux. Et les responsables des ressources humaines, d'une manière générale, ils sont hyper sollicités. Enfin, moi, je me suis trouvé hyper sollicité quand j'étais DRH. On est tout le temps dans l'opérationnel, on est tout le temps dans des problématiques qui sont quotidiennes. C'est difficile de sortir la tête du guidon, d'être proactif, de se renseigner sur la législation. On n'a pas spécialement les outils non plus pour se mettre en avant, voir ce qu'il y a autour de nous et prendre le temps d'eux. Et donc, c'est pas évident spécialement de tirer... Plus une grosse partie qu'on oublie souvent, qui est le vécu quotidien des DRH et des RH, c'est qu'ils sont constamment aussi sollicités pour des prestataires externes de services, Ouais. que ce soit de team event, d'activités intra-entreprise, de conseils, de coaching, d'accompagnement de tout genre. Je veux dire que les sollicitations, c'est 10 par jour, quoi. Ouais, je peux comprendre. Dans la boîte dans laquelle moi j'étais DRH, on a retrouvé 150 000 euros. Pas mal. Nous, 3 ans plus tard, en faisant le travail de quand moi j'étais DRH. Donc clairement, alors que j'étais déjà bien formaté en tant que DRH et j'étais bien attentif à ce niveau-là, mais j'avais pas les outils. J'avais pas les outils à ma disposition. Attention, Nicolas, que ce que tu proposes ne veut pas dire qu'on va mettre au bac tout ce qui est recrutement de qualité, Non. qui s'intéresse aux skills. Ici, on parle vraiment d'une branche qu'on a peut-être trop tendance à mettre sur le côté, ou ne pas s'intéresser assez, ou ne pas prendre le temps parce qu'on ne l'a pas. Et toi, tu viens avec une solution qui est, ben moi, le temps, je l'ai pris, et je vous propose des réponses à vos questions. C'est ça. Je crois un recrutement, c'est d'abord la personnalité, l'expérience, la compétence. Ensuite, on parle sous. Je trouve que d'être employeur ou d'être responsable RH et de pouvoir engager en toute conscience, de savoir combien est-ce qu'une personne va coûter, si elle va rentrer dans le budget, si en fait on peut pas faire des économies, en avoir 2 à la place d'une pour soulager la charge de travail, c'est smart. Et on va donner le nom de ton activité. J'ai 2 sociétés qui font de l'optimisation de charge salariale. La première, elle s'appelle Caps Corp, comme Capsule Corporation. Et la deuxième s'appelle la SBEP, SBEP, Société belge d'exonération de précompte, Plus spécialisé sur le précompte, si je comprends bien. qui est plus spécialisée sur le précompte. Donc juste pour information, il y a 3 leviers principaux sur lesquels on peut faire diminuer des charges salariales. Il y a les allocations de travail, les réductions de charges patronales, l'ONSS, et le précompte.
Capscorp, on s'occupe des allocations de travail et des réductions de charges patronales, et la SBEP s'occupe du précompte, quoi. Et comme ça, on couvre 3 leviers qui peuvent permettre à un employeur de faire diminuer le coût de sa charge salariale. C'est vraiment ce que tu expliquais, les précomptes, les lois sociales. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les réductions qui sont portées par les travailleurs, ce qu'on appelle les réductions groupe cible. Un travailleur est au chômage depuis longtemps, ou il est âgé, jeune, et porte un droit à une réduction, un peu comme un chèque, peut être mis à un employeur qui va pouvoir l'appliquer. Et le problème, c'est que le VDAB, le Forum Actiris, ils ont tous les 3 des fonctionnements différents. Tu récupères l'info à des endroits différents. Un droit porté par un travailleur flamand qui va travailler sur Bruxelles n'est pas applicable. Tu as toute une toile en fait complexe qui te dit tiens, où est-ce que je récupère ce document si j'engage telle personne. Dans les métiers de main-d'œuvre, là où tu as des gens qui font pas mal de temps de chômage, en fait, il y a beaucoup de droits qui sont portés par les travailleurs qui ne sont pas appliqués. On a mis en place une mécanique dans laquelle on va identifier derrière chaque engagement si le travailleur est porteur d'un droit ou pas. Et ensuite, on va aller interroger le forum, le VDAB ou Actiris à la place de l'employeur pour s'assurer de l'identification du droit. Et puis, on va vérifier si ce droit a été appliqué dans la paye ou pas. Et quand il n'est pas appliqué, on l'applique, on le fait appliquer, on charge de toutes les démarches administratives. Et dès qu'il est appliqué, on veille à ce qu'il reste appliqué jusqu'à la fin de la relation entre l'employeur et l'employé. Alors une question qui se pose peut-être, c'est est-ce qu'on peut remonter dans le temps? Les allocations de travail, on a entre 2 mois et de temps en temps 1 an de rétroactivité. C'est bien déjà. Réduction de charges patronales, on a 3 ans de rétroactivité. Et pas de modification sur les fiches de paye, vu que c'est la réduction de charges patronales, ça vient au-dessus de la fiche de paye. C'est assez simple. Et le SPF, tout ce qui est précompte, on a 5 ans de rétroactivité. Et on a 3 ans sur recours, ce qu'on appelle la réclamation, et puis 1 an et demi en déclaration. Bon, c'est pas pour autant que les auditeurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés, devraient attendre pour te contacter. Ils devraient te contacter plus vite que ça quand même. Hein. Le vendeur dirait, vous avez le droit de me contacter, ou plutôt vous me contactez, ou plutôt vous gagnez des sous. On distribue des chèques en fait. Est-ce que de temps en temps, tu consultes des experts plus spécifiques, des avocats, des experts comme ça, qui peuvent venir te donner une plus-value aussi dans ton travail, ou tu travailles plutôt avec une équipe qui est dédicacée à ça? C'est très rare. Chez nous, dans les 2 boîtes, on internalise la compétence. Mes associés sont techniques. Moi, je suis un généraliste. Je travaille bien avec des associés qui sont plus techniques que moi. Et en fait, on internalise la compétence parce qu'on est dans une optique de volume. On essaie de traiter un gros flux de clients. On doit apprendre une fois pour pouvoir démultiplier le savoir. Et donc, on ne va pas faire appel à des experts de manière ponctuelle pour nous aider à traiter certains dossiers. On va apprendre nous-mêmes à traiter nos dossiers et pour ensuite pouvoir formaliser la procédure et la démultiplier. Pour te donner une idée, on a déjà traité jusque 350 clients sur un mois. C'est impressionnant. Ça fait 350 analyses différentes sur des communes, des ASBL, Mais vous des arrêtez jamais. SRL, des choses comme ça. Non, c'est un flux continu. C'est un flux continu, on a tout le temps un nombre conséquent de clients, on est tout le temps en démarche commerciale, on est tout le temps en analyse et on est tout le temps en clôture et en récupération. Ton public, c'est d'une petite entreprise à la plus grosse boîte. Ça va jusqu'à quelle taille d'entreprise? On a déjà traité une boîte de 15 000 personnes, Mmh. c'est la plus grosse qu'on ait traitée. On a déjà traité des boîtes de 1 personne, c'est la plus petite qu'on ait déjà traitée. En général, nos clients font entre 20 et 200 personnes. Et puis en fonction du secteur d'activité dans lequel ils sont, en fonction de leurs impératifs, moi je vais les diriger vers l'une ou l'autre analyse, vers l'un ou l'autre levier, et leur préconiser de mettre en place cet audit de vérification ou celui-ci. Dans cet audit et cette écoute, est-ce qu'il y a des constats qui reviennent systématiquement? J'imagine que oui. Des erreurs classiques. Le constat, c'est de se dire qu'ils sont dans le noir. C'est responsable RH, en fait, il n'y a rien qui te permet de contrôler ton propre Il travail. t'est jamais arrivé de tomber chez un client où il n'y a rien à redire, où tu te dis, bon, ben là, ça va être difficile de faire mieux? Il m'a pas laissé regarder. Il y a 3 ans, oui, chez Daoust. Je crois que c'est la réunion la plus technique que j'ai eue. Et puis moi, ça fait 4 ans qu'on travaille. J'étais encore tout jeune, tout frais. Je me suis bien fait moucher par ce fabuleux DRH qui est plus là. Et puis j'y suis retourné. Le DRH avait changé. J'aimerais bien qu'on les analyse pour voir si effectivement ils étaient si techniques que ça, ou si c'était juste le fait qu'il ait vraiment une belle technicité à l'époque, où je me suis dit, ah oui, j'ai un maître devant moi, quoi. Ouais. Mais de mémoire, c'est le seul responsable RH qui m'a montré à quel point il y avait une si belle finesse dans son travail et qu'il avait, à mes yeux, en tout cas, par rapport à la discussion d'il y a 3 ans, il avait la même compréhension que moi de ce que je faisais et c'était unique, quoi. Et vous étiez alignés, ouais, forcément. Un petit coup de chapeau à lui alors. Ouais. Et pour info, en 4 ans, on a un petit peu plus de 18 millions d'euros de récupérés. Donc on a récupéré 14 millions d'euros en réduction de charges patronales. On a récupéré presque 3 millions en exonération de précompte. Ça fait seulement 1 an et demi qu'on est dessus. Et on est à 1 million d'euros d'allocation de travail. Il y a vraiment des sommes absurdes. Et le plus qu'on a récupéré, c'est 370 000 dans une ASBL. Alors, tu parles d'ASBL justement. Elles sont nombreuses à vous contacter ou c'est plutôt un public qui est rare chez vous? C'est un public que je cible. Quitte à faire gagner des sous, autant le faire signer à des sociétés qui ont des buts qui sont louables. Je n'ai pas envie de faire gagner des sous à la FNR Stahl, par exemple. Désolé si la RH de la FNR Stahl m'écoute. Mais a priori, c'est plutôt des entreprises qu'on a ciblées commercialement et notamment aussi parce qu'il y a une plus grande complexité au niveau des ASBL parce qu'ils ont des plans
d'aide à l'emploi qui ne sont pas présents dans le milieu marchand. Parce que je me dis, tiens, la comptabilité d'une SBL, c'est plus simple en fait. Non, c'est pire. Enfin, par rapport à mon travail, par rapport aux réductions de charges salariales, donc aux réductions qui sont portées par les travailleurs, il y a une plus grande complexité parce qu'ils ont des plans qui ne sont pas prévus et qui rentrent en conflit avec les plans qui sont les plans groupe cible, par exemple. Comme quoi, les clichés, il faut faire attention. Et donc, chapeau à tous les RH d'ASBL, bravo. Dans les SBL, souvent, les budgets sont dépendants de donations, de Ouais. subsides, ou parfois, il n'y a pas de budget du tout. Comment on fait pour rémunérer le sacré travail que tu vas apporter et la plus-value que tu peux apporter quand on est limité dans ses moyens? On a un concept commercial qui est assez bon, je trouve. C'est que chez nous, il n'y a pas de fee de départ. Donc, on lance tous les audits et puis on se rémunère au success fee. On prend un pourcentage de ce qu'on trouve. Quand on ne Ouais. trouve pas, on n'envoie pas de facture. Et quand on n'envoie pas de facture, on ne coûte rien. Mais une ASBL qui aurait par exemple une vingtaine de travailleurs, elle m'appelle, on lance un audit. Il s'avère que tout est nickel chez eux, ils engagent très peu, il n'y a pas de gros potentiel, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu d'oubli. Bah parfait, on termine l'audit, on envoie un mail en disant écoutez, on a bien tout audité, félicitations, il n'y a rien à dire, on reviendra dans 3 ans, on reviendra dans 2 ans, on reviendra dans 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe si c'est une SBL qui envisage de recruter, qui commence la démarche et puis qui vous contacte avant de le faire? Parce qu'alors là, tu n'as pas de gain, parce que tu vas tout faire bien dès le départ. C'est le plus malin. Ça permet d'avoir une optimisation à la source, évidemment. Là, on travaille au forfait. Ouais. On a des forfaits qui font entre 200 et 400 euros par engagement et dans lequel on va aider à constituer une politique salariale qui soit déjà optimisée. Pour le futur, comme on ne sait pas combien est-ce qu'on va faire économiser, on travaille sur des petits forfaits qui sont liés à la charge de travail. Par contre, quand on fait des études rétroactives, on va prendre un pourcentage. Ça permet à donner à tout le monde l'accès à nos audits et nous, on s'y retrouve dans la moyenne parce que c'est ceux chez qui on trouve beaucoup qui vont payer pour ceux chez qui on trouve pas du tout, quoi. Alors qu'on ne se trompe pas, tu ne fais pas que des ASBL, on l'a bien dit, tu fais aussi des Ouais. petites PME, des entreprises. Il ne faut pas limiter ton public aux ASBL. C'est ça, on fait C'est des un public que tu ASBL aimes bien, mais c'est pas pour autant que ce Ouais. n'est que. Alors les autres clients, c'est le même fonctionnement qu'une ASBL ou? de la même manière, que ce soit une commune, une SPRL, une boîte de 50 personnes, une boîte de 5000 personnes. Il n'y a aucun frein à vous contacter alors? Non, c'est le but pour nous. On est une start-up, on a vraiment créé un business model sur lequel on se rémunère au résultat. Quand on a un résultat qui est probant, quand on a une vraie valeur ajoutée, et c'est le cas chez les clients chez lesquels on retrouve, et qu'on retrouve beaucoup, alors l'année qui suit, on leur propose un accompagnement qui soit plutôt basé sur la charge de travail, donc qui va être moins coûteux que le fruit du pourcentage initial, s'inscrire dans la durée et qu'ils aient une couverture à long terme qui soit pas liée au résultat qui peut être assez indécent. Parce que quand on récupère 90 000 euros et qu'on prend 30%, ça fait vite une grosse facture. On n'a pas besoin d'envoyer une grosse facture à nos clients chaque année. On veut être dans une relation équilibrée où ils sont contents de faire appel à notre service et où ils s'offrent la certitude qu'ils sont couverts par un expert sur chacun des engagements qui va suivre, qu'ils économisent. Respect total, parce que j'ai l'impression que l'humain est avant l'argent ici. En fait, l'argent n'est pas un... Enfin, je dis pas que l'argent n'est pas un problème, mais on fait que parler d'argent, nous, toute la journée. On récupère 30 000 chez machin, on récupère 25 000 chez un tel. T'as vu, il y a encore 40 000 à récupérer, le SPF n'a pas encore répondu. Enfin, on fait que ça. Donc, si on mettait pas l'humain avant l'argent, on ferait que parler fric toute la journée, ce serait insupportable. C'est pas le but. Non, il faut du sens aussi au travail. Il faut du sens aussi. Après, est-ce que tu es capable, avec tes collaborateurs, d'accompagner toutes les entreprises, qu'elles soient monolingues, multilingues, dans quel cas de figure et jusqu'où? Est-ce que tu te fonctionnes à l'étranger? Non, j'imagine pas encore à l'étranger. On s'arrête aux frontières de la Belgique. On travaille sur des sociétés qui ont des sièges d'établissement, des sièges sociaux dans toutes les régions. Le SPF, l'exonération de précompte, c'est fédéral. Les allocations de travail, c'est régional, mais on travaille sur les 3 régions et on travaille dans les 2 langues à chaque fois. Donc un client, quelle que soit sa langue initiale, peut être couvert en néerlandais, en français, en C'est quand allemand. même une plus-value aussi, quoi. On a adapté nos audits quand c'est régional, donc on couvre tout. Nicole parle allemand et anglais aussi. On a vraiment prévu de travailler pour tout le monde. C'est surprenant, quoi, c'est chouette. C'est un chouette métier. Ouais, j'imagine que ça donne beaucoup de plaisir au travail, ça par contre. Surtout que le résultat, il fait briller les yeux, je pense. Le résultat fait briller les yeux et puis c'est un vrai plaisir parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on récupère des sous, T'as un impact. j'ai un vrai impact. Tu peux même générer des jobs parce que la personne, j'imagine, qui économise des gros budgets, qui était peut-être hésitant de recruter quelqu'un, va se mettre à se dire, bah, tiens, maintenant, je peux engager la ressource qui me manquait parce que je récupère de l'argent là. C'est pas négligeable non plus, je crois, dans cette époque où chaque job compte et chaque ressource compte. Ou ça va dans la poche des actionnaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ou ça va dans l'infrastructure, ou ça va... Enfin, de toute façon, ça va dans quelque chose de chouette, quoi. La formation, dans tout, ça peut aller. Le côté bonne surprise qu'on apporte, parce que c'est toujours une bonne surprise. Tu vois, tu récupères 30 000 ou Oui, 40 c'est ça, 000 il n'y a pas euros. de couac. Personne se disait, tiens, je suis peut-être assis sur 40 000 balles, il serait temps que j'aille les gratter un petit peu. Non, nous, on arrive vraiment dans un truc que la plupart des gens ne connaissent pas. On leur dit, on va regarder, personne n'y croit, on sort 40 000 balles de là, et c'est fiesta, quoi. Donc, il y a vraiment ce côté bonne surprise à chaque fois. Et puis après, il y a un deuxième côté, de se dire, bah, tiens, s'ils ont trouvé 40 000, à côté de combien je suis passé les 20 dernières années, quoi. Donc, qu'est-ce que je mets en place maintenant
pour que le robinet arrête de goûter, quoi, hein. Ploup, t'as entendu? Bouchon de champagne. Hop, 2000. Bouchon de champagne, bouchon de champagne. Alors Nicolas, comment on vous trouve? Parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire ici. Il y aurait beaucoup à dire sur votre activité. C'est assez passionnant d'ailleurs pour moi. Mais quel est le site internet où on peut trouver des informations et vous contacter? Capscorp.be et à la sbep.be, donc SBEP. Et puis sinon, sur mon LinkedIn, Nicolas Montior. Tout simplement, on peut te contacter par ce canal-là. Parfait. On s'adresse aux RH, aux DRH, aux patrons d'entreprise. C'est notamment le public que tu cibles aussi. On a des questions qui sont aussi récurrentes. Donc la première, c'est avec ta vision, et je sais, parce qu'on se connaît par l'intermédiaire de personnes en commun, que tu navigues dans un milieu RH aussi indirectement, en dehors de ta propre fonction. Comment est-ce que tu définis un RH? Avec ta vision de ce qui te concerne, mais aussi de ton entourage. Pour moi, un bon RH, c'est un généraliste curieux qui aime l'humain. C'est bien résumé ça. C'est quelqu'un qui soit pas spécialiste, parce que s'il est qu'orienté payroll, il va être axé trop sur la gestion financière. S'il est axé recrutement, il va être axé trop sur peut-être l'onboarding, l'accueil, mais peut-être pas le change management et le suivi des gens et le fait qu'ils soient bien. S'il est axé que bien-être au travail, ça va pas suffire non plus. Donc il faut quelqu'un qui ait vraiment la capacité d'avoir une vision générale Quitte à s'entourer de professionnels autour. et curieux, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, il y a plein de nouvelles législations dans tous les sens. C'est Et clair. que je crois qu'il faut être curieux, il faut être enthousiaste, il faut vouloir améliorer la société dans laquelle les gens travaillent. C'est un petit peu le but du responsable RH, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir des plus beaux nets, qu'ils puissent avoir des chaises ergonomiques, qu'ils puissent avoir des meilleures conditions de travail, des heures flexibles et des trucs comme ça. Et qu'il aime l'humain, parce que si t'aimes pas l'humain, en fait, C'est déjà mal parti. Hein. t'es mal barré en tant qu'RH. Donc, il faut aimer la relation, il faut s'intéresser aux gens, parce que même chose, si tu t'intéresses pas aux gens, ça veut dire que tu te confrontes pas aux problèmes qui sont liés au travail dans Et tu manques l'entreprise. d'empathie peut-être à un moment donné aussi, quoi. Tu manques d'empathie, tu résous rien. Et donc, ouais, pour moi, un bon RH, c'est ça, un généraliste curieux et enthousiaste. J'aime bien ta définition. Alors, on a une deuxième question qui l'effet waouh. Tu connais? C'est un endroit où tu vas et surprise, il y a quelque chose de magique qui se passe. Le seul mot à la bouche, c'est waouh. C'est quelque chose qui t'inspire. Tu te dis, ben là, il y a quelque chose qui était pensé pour que les gens y bossent. Tu as déjà eu cet effet waouh? Si oui, tu peux citer ou tu peux dire pourquoi. Et sinon, mais qu'est-ce qui te donnerait cet effet waouh? Qu'est-ce qui t'inspirerait pour un effet waouh? J'ai eu cet effet wow il y a 3 ans, dans ma première boîte, qui s'appelait Sweet Unity, dans laquelle on faisait exclusivement de la récupération de réduction de charges patronales, donc que de l'ENSS. C'est ma femme qui a fait la déco de notre cowork. Il faut savoir qu'on a commencé dans un cowork d'un copain et j'avais 3 students qui étaient assis sur des tabourets, qui faisaient des audits, des petits tabourets en bois. Et puis 1 an plus tard, j'ai craqué mon slip. J'ai investi 10 000 € dans du matériel, des belles chaises. On avait passé 1 an sur des tabourets en bois. Je m'étais dit, ils peuvent avoir tous des chaises de patron, donc des chaises à 400 €. À peu de choses près, je donne 10 000 € à ma femme de budget. Je lui dis, fais-nous une chouette déco, quoi. Et elle nous a vraiment fait une déco qui claquait. Et donc, le fait d'arriver dans un endroit qui était beau, qui en plus avait été aménagé par ma femme, qui a du goût, merci chérie, et d'avoir mon équipe qui bossait dans cet endroit-là et avec une chouette ambiance. Le plus bel effet waouh, c'est pas quand on arrive dans un endroit qui est déjà tout propre, tout beau, tout fait, mais c'est quand on le construit, quoi. Et le premier jour où je suis arrivé dans cet endroit qui était enfin construit et qui ressemblait enfin à un vrai bureau, voilà. La dernière question, c'est une question ouverte. Si tu voulais passer un message à tous les DRH qui nous écoutent, quel message leur passerais-tu? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais faites en sorte que les gens retournent travailler, quoi. Qu'on cesse le télétravail. Non, remettez du lien, en fait. Coûte que coûte, remettez du lien dans vos entreprises. Je trouve qu'on a besoin de liens. Moi, je perds le lien avec les gens que je vois pas, et donc j'ai besoin de les voir. Pour moi, les Teams, ça suffit pas. On a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de s'aimer. Et donc remettez du lien d'une manière ou d'une autre, comme vous pouvez, avec les outils qu'on vous donne, et les moyens qu'on vous donne et le budget qu'on vous donne. Mais en fait, ça doit être ça la priorité aujourd'hui, sur 2022. C'est de remettre du putain de lien partout dans les boîtes, quoi, hein, pour qu'on puisse continuer à aimer travailler comme on aimait travailler avant, quoi. Et ça, c'est un message qui vient du cœur. Oui. Merci Nicolas Montior, spécialiste pour l'optimisation des coûts des employés et de récupération de coûts et de fiscalité pour l'employeur finalement. C'est ça. On te contacte sans hésiter. Et si vous aussi vous êtes intéressé de venir à mon micro pour partager votre passion, pour parler d'un thème RH, eh bien c'est très simple. Vous envoyez un petit mail à notre SBL via notre site internet de podcastfactory.org. On se contacte, on fait rendez-vous chez Transforma. Je vous reçois, c'est sympa, c'est une bonne ambiance et c'est de l'impro. À vous de voir. Et c'est bien. Bisous, maman. Merci Christine, à bientôt. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.